On va laisser maintenant la place, la parole à la salle. Vous avez pu voir que notre programme est un travail collectif. C'est vrai que j'avais croisé différentes personnes qui m'avaient laissé entendre où est votre programme? On ne le voit pas arriver. Alors il est évident qu'un travail collectif, c'est long. C'est long à mettre en place parce qu'il y a des idées différentes. Et nous avons réussi, bien évidemment, à concentrer toutes ces idées pour vous proposer ce projet qu'on vient de vous présenter ce soir. Vous le verrez dans les documents qu'on vous donnera à la sortie, puisque bien sûr on l'a répertorié sur un document. Mais avant, bien sûr, de finir cette soirée accompagnée d'un verre et d'une petite friandise, on va vous laisser la parole. Où est-ce qu'il est le micro sans fil? Gilbert, s'il te plaît, merci. Bonsoir tout le monde. Je m'excuse, je vais essayer de ne pas donner les dos. Je m'excuse tout d'abord de mon français, car je suis colombienne, mais aussi française. Et je suis ici, car depuis un moment, je suis toute cette excitante campagne des 3 listes. Et je me suis invitée ce soir, puisque j'ai reçu l'invitation de vous. Pourquoi? Parce que dans tous les tracts que je garde précieusement ici, je garde tout, de tout le monde, de tous. Il y a des jeux par rapport à votre campagne. Je trouve qu'il y a des images, des pourcentages, etc., des études, bien entendu. Moi, j'ai mes enfants scolarisés et j'appartiens à la Fédération des conseils des parents d'élèves de la FCPE d'Escalquens. Sachez, chers Escalquinois, que la FCPE s'est invitée à la campagne puisqu'on avait vu que la campagne se basait sur certains sujets. Moi, je ne connais rien dans la politique, mais ils ne touchaient pas l'école. Donc, bien approfondi, avec des jolis messages, avec des jolis dessins, avec des jolis pourcentages, des numéros. C'est pour cela que la FCPE a écrit à tous les 3 listes. Sachez qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a que on a reçu 2 accusés de réception et une seule liste a répondu à nos questions. Je remercie Isabelle pour les questions. Moi, personnellement, je trouve flou les réponses. Et ma question à vous, M. Frédéric Légué, est-ce que nous, moi, en tant que maman, et mes enfants sont scolarisés, est-ce que moi, j'aurai un jour un joli tract avec des pourcentages qui parlent l'handicap, on va faire ça à l'école, on va faire ça exact. Est-ce que pour la cantine scolaire, on va faire ça exact? Ces solutions, c'est ça à vos questions. Est-ce que par rapport à l'arrivage à l'école, on va faire ça, des choses ponctuelles, le PEDT, l'ALE, la problématique de la cantine scolaire maternelle, etc. Est-ce que, un jour, bien entendu, on est en démocratie et vous n'avez pas le droit de répondre. Mais je répète, des 3 listes, il n'y en a qu'une seule qui a répondu au jour d'aujourd'hui. Donc ma question, Monsieur Légué, est-ce que nous, on a l'honneur d'avoir un si joli tract avec des images, pourcentages qui parlent de l'école, avec des solutions exactes? Et merci beaucoup. Alors, on a abordé des différents thèmes dans notre campagne. On n'a pas encore terminé. Les élections, c'est le 23 mars. On a abordé des sujets importants. Le vôtre, il est également. Vous allez trouver des réponses aussi dans le programme. Et il est bien évident aussi qu'on travaillera ensemble pour répondre à l'ensemble de ces questions, comme l'a évoqué aussi Isabelle, puisqu'on a quand même pris en compte les éléments que vous nous avez envoyés. On avait... On n'a pas reçu la réception, donc on pensait que le PLU d'urbanisme, l'impôt, c'est plus important que l'école.
qu'on n'a pas reçu jusqu'au jour. Aujourd'hui, la CPE d'Escalier a bien reçu comme réponse de vous. Et d'une autre liste, par contre, il y a une troisième liste qui a répondu tout. Alors, on a bien reçu votre message. Il avait été précisé dans le message que vous attendez qu'on en discute lors des réunions publiques. On avait dit que préférablement si c'était écrit. Si c'était écrit. Donc c'est écrit aussi dans notre programme. On voulait des choses écrites. Alors c'est écrit dans notre programme. Ça a été dicté quand même par Isabelle en réunion publique. Moi, c'est pour cela que je dis que c'est un peu flou. Oui, bien sûr. Si est-ce qu'un jour on aura des choses aussi précises avec la solution pour la cantine, on va faire ça. La EPDT, on va faire ça. C'est ça ma question. Est-ce qu'on aura l'honneur de voir aussi quelque chose d'écrit avec tout ça, bien concis, parce que ce qui nous intéresse à nous, c'est des réponses claires, précises. Bien entendu, vous avez tout à fait le droit de ne pas répondre. Pourquoi je ne répondrai pas? Non, je dis, dans les tracts comme ça, vous savez tout à fait. Vous me dites qu'on n'a pas fait de tract sur l'école, et donc du coup, vous demandez à ce qu'on ait un tract sur l'école. C'est une précision, comme on l'a fait pour l'eau, pour l'urbanisme, pour la fiscalité. Parce que vous savez, chez les Escalquinois, il faut savoir aussi qu'à l'école, il y a toute la future génération d'Escalquinois. Bien sûr. Voilà, c'est pour cela que je suis là. Nous, on vous propose de travailler en concertation. Parce que vous faire des réponses aujourd'hui sur des sujets sur lesquels il est nécessaire que vous vous impliquiez dans cette concertation, ce serait pas cohérent avec la présentation qu'on vient de faire. Donc, nous, on ne souhaite pas avoir des réponses toutes faites, que vous êtes têtus. On travaillera ensemble pour apporter des réponses. Parce qu'on ne va pas faire les choses avec un coup de baguette magique. Donc si vous attendez que nous, on apporte des réponses toutes faites, avec un coup de baguette magique, ce ne sera pas possible. Il y a des choses qui seront possibles, il y a des choses qui ne seront pas possibles, mais on le décidera ensemble. Et puis... Il y a d'autres questions? Non, si vous voulez, comme le dit Frédéric, on a besoin de faire un état des lieux de l'existant. On a besoin de savoir aussi, au niveau du budget, sur quoi on peut se reposer. On sait aujourd'hui, grâce à l'étude budgétaire, qu'on va pouvoir compter sur les projets que l'on imagine aujourd'hui sont tout à fait réalisables, comme je vous disais, puisqu'on a quand même un beau patrimoine scolaire. Donc, il nous manque, on a un beau patrimoine, de toute façon... Qui est vieillissant, je reconnais. Qui est vieillissant. On l'a fait constat quand même. Certes, mais si vous voulez, il faut qu'on fasse cet état des lieux précisément, avec vous, avec tous les acteurs de l'école, et à ce moment-là, en concertation, on pourra imaginer des propositions concrètes, mais ces propositions, elles vont être bâties avec vous, parce que nous ne sommes pas des politiciens, ça se voit, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des citoyens comme vous. Nous aussi, on a des enfants, nous aussi, ils ont été petits et on s'est battus au sein des associations pour améliorer leur cadre de vie et leur environnement. Voilà. Mais sachez... On a démocratie. Bon, j'espère que j'ai apporté une petite réponse, tout au moins, mais c'est un travail de concertation. Voilà. Et je ne répondrai pas à un email individuellement, ce sera avec un travail d'équipe. Le micro à monsieur. Bon, vous avez développé l'importance du Sécoval, qui sera de plus en plus important. Par contre, c'est pas seulement les 5 représentants des SPELCA qui vont faire changer les choses. Donc, est-ce que vous avez, alors vous êtes apolitique, est-ce que vous avez des relations avec d'autres listes dans d'autres communes pour développer une approche commune qui va dans ce que vous avez développé? On a rencontré différentes listes qui ont bien sûr la même idée que nous, c'est de se présenter d'une façon sans étiquette. Ils font le même constat au niveau de l'intercommunalité, je dirais plutôt au niveau de la gouvernance de l'intercommunalité, parce qu'on ne remet pas en question l'intercommunalité. Elle est nécessaire, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Mais par contre, nous, on s'inquiète d'une certaine chose.
c'est-à-dire la gestion qui est actuellement au niveau du personnel, qui est croissante depuis ces dernières années, et qui remet en cause la qualité des services et aussi le coût. Donc, on a bien sûr croisé différentes listes qui ont la même réflexion que nous, et comme j'ai dit tout à l'heure, on souhaite bien sûr se regrouper, parce que bien évidemment à 5, on ne fera pas grand-chose, mais je pense qu'il est important aussi que des petites communes, qu'on rejoigne des petites communes qui ont la même difficulté que nous, d'avoir aujourd'hui une intercommunalité qui ne prend pas en compte forcément les problèmes de communes qui ont plutôt une pensée rurale qu'une pensée citadine. Donc, je veux dire, si le fait d'état politique, aujourd'hui, ne permet pas de nous faire entendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une caste. Et là on n'est pas d'accord. Donc, je suis certain que différentes communes de l'intercommunalité nous rejoindront à défendre les intérêts de l'ensemble des habitants de cette intercommunalité. Chacun dans sa propre ville défendra ses intérêts, sans compromettre, bien sûr, la solidarité de l'intercommunalité. Les services qui sont nécessaires pour, bien sûr, améliorer la qualité du service, améliorer les compétences. Mais il ne faut pas compromettre les intérêts généraux, l'intérêt général de chaque commune. On l'a présenté tout à l'heure au niveau de l'eau. Il y a d'autres exemples. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je vais laisser la parole à... Oui. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Il faut savoir que sur les prochaines élections, le visage du SICOVAL va être considérablement modifié, puisque la loi vient de changer, et de 126 délégués communautaires, il n'y en aura plus que 76. Donc, plus la répartition à la proportionnelle. C'est pour ça que maintenant, sur les bulletins de vote, vous allez avoir l'élection des conseillers municipaux et l'élection des conseillers communautaires. Donc, le visage du SICOVAL va forcément changer pour trois choses. La proportionnelle, qui va faire rentrer un certain nombre d'élus communautaires qui ne seront pas forcément de majorité ou de liste, ou comme nous, de tendance complètement apolitique et d'intérêt communal. Donc, déjà, avec un chiffre beaucoup moins important. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même dans ces délégués communautaires un bon nombre qui ne se représentent pas. Donc, il va y avoir un tout nouveau visage. Je pense, très honnêtement, qu'avec, comme le disait Frédéric, des communes qui vont changer aussi de visage politique ou de visage représentatif. Je pense qu'avec les discussions que nous avons eues, nous pouvons parfaitement être représentés dans le nouveau SICOVAL 2014. Une autre question? Destruction de matériel. Vous m'entendez pas? Dans la nuit de Noël, une vingtaine de maisons ont été taguées. Depuis, on n'a pas de résultat. Je voudrais savoir quels sont les moyens que vous allez prendre, si vous êtes élu, pour pallier tous ces problèmes. L'incivilité est un problème, bien évidemment, qui préoccupe tout le monde. Surtout que ça s'est aggravé sur ces derniers mois. Nous, on estime que la police municipale qui est en place, on va leur demander d'avoir une proximité avec les habitants, d'être plus proche avec les habitants. Il faut créer une relation, une communication avec les habitants, parce que forcément, si une communication est plus importante, eh ben, on va diminuer cet impact-là. Et aujourd'hui, on constate que la police municipale, même si elle fait son travail correctement, n'est pas, comment dire, au contact des habitants, n'est pas assez proche des habitants. Et je pense qu'il faut déjà mettre ça en place, hein, créer une relation. Voilà. Mais nous, par contre, on est contre la vidéosurveillance qui a été évoquée par le maire, qui est peut-être une solution pour répondre à ces problèmes-là.
sur une commune de 6 000 habitants, on juge qu'il n'est pas nécessaire de mettre de la vidéosurveillance pour, bien sûr, surveiller nos différents quartiers. Voilà la réponse qu'on peut avoir, nous, sur l'incivilité. Avoir aussi une proximité avec la gendarmerie pour pouvoir, bien sûr, avoir des informations il faut créer beaucoup plus de relations avec la gendarmerie pour, bien évidemment, pallier à ce genre de problème. Mais bon, vous savez, les incivilités, c'est compliqué à gérer. Mais la gendarmerie, il n'y en aura pas à Escale 15. C'est le psy qui va venir s'installer à Escale 15. Bien sûr. Eh ben, c'est une relation qu'il faut avoir avec la gendarmerie pour qu'ils patrouillent davantage. Comment? Ils le font, oui. Et la nuit, c'est le psy qui le gère. Il y avait une autre question dans le fond? Oui, alors moi c'est une question qui est un peu sur la même thématique. Monsieur Salançon, j'habite au quartier du Vallon. Plus loin que l'incivilité, il y a beaucoup de cambriolages sur Escale 15. Donc on a eu dans nos boîtes aux lettres un tract, mais ça doit être pour un Escale 15 d'un autre pays parce que les chiffres ne semblaient pas refléter la réalité que j'entends tous les jours. Ne serait-ce que la semaine dernière, vendredi dernier, j'étais ici même pour une représentation de danse et ma voisine a reçu un coup de fil de son mari, ils ont laissé la maison pendant 1 heure, il y a eu 3 cambriolages, il y a eu 3 maisons dans le même quartier, donc je pense que les statistiques ont augmenté. Moi-même cet après-midi, devant chez moi, j'ai eu 2 fois des gens qui passaient, qui a priori étaient un peu perdus, j'ai essayé de les renseigner, mais ils n'avaient pas besoin, ils sont vite partis. Donc je voulais savoir au niveau de la sécurité au sens large, quelles idées vous aviez ou qu'est-ce que vous envisagiez, d'autant plus que, comme ça a été souligné, le métro va arriver à la Belge avec des gros ensembles en termes de logement, beaucoup de monde. On voit ce que ça a pu donner au niveau de Toulouse avec Bordeaux-Rouge ou même Ramonville maintenant. Donc c'était savoir comment vous appréhendiez un peu ces grosses constructions avec l'arrivée de pas mal de gens, plus le fait que ça puisse transiter par les transports en commun. Escale 15 sera en première loge, puisque si derrière on a un bus en site propre, on va être à 2 pas de tout ça. Merci. Il y a sur ce sujet de l'insécurité, je suis marqué ce soir. Alors c'est évidemment un sujet extrêmement préoccupant et l'augmentation du nombre de cambriolages sur notre commune est absolument inacceptable, c'est clair. Alors il faut savoir quand même comment sont organisées les choses parce que notre action elle est à la fois, on a une marge de manœuvre quand on est à la tête d'une mairie, mais on est aussi limité. Fondamentalement la police judiciaire, la réponse politique, policière et juridique, elle n'appartient pas au maire. Elle relève de la justice, la gendarmerie, la police judiciaire. Et ça, c'est l'État. Alors pour autant, c'est pas pour ça qu'on ne peut rien faire. Et notamment, un des instruments privilégiés d'action pour agir dans le champ de la sécurité, c'est ce qu'on appelle le comité intercommunal de sécurité, de prévention de la délinquance. C'est une structure, en fait, qui peut être mise en œuvre au niveau communal ou au niveau intercommunal, qui rassemble autour de la table tous les acteurs de la sécurité. Le maire, qui a une obligation d'information, un droit d'information, on va dire, qui est inscrit dans la loi. Il y a les services de police, le représentant du parquet, du procureur, et on trouve aussi tous les services, l'éducation nationale, les associations qui œuvrent dans le champ de la prévention de la délinquance, etc. Tous les partenaires. Et c'est un outil qui est extrêmement puissant et efficace, parce qu'il permet la concertation et la discussion de tous. Malheureusement, sur notre commune, eh bien, cette compétence a été transférée au SICOVAL. Et on y a perdu certainement en proximité. Et c'était le sens du message qu'on voulait vous faire passer, que Frédéric vous faisait passer tout à l'heure. Parce qu'en perdant en proximité, eh bien on perd un des éléments essentiels de la prévention en matière de sécurité, c'est le renseignement. Il faut absolument
que les services de police, qu'ils soient d'État ou qu'ils soient municipaux, sachent exactement, connaissent très précisément à qui ils ont affaire sur Escale 15. Qui est qui. C'est pas du flicage. C'est parce que c'est en connaissant le tissu de la population, le tissu local, et bien qu'on sait déceler ou prévenir telle situation de délinquance ou de délinquance potentielle ou de faits qui pourraient dériver. Et c'est extrêmement important. Donc nous, eh bien, si vous nous faites confiance, eh bien, on aura cette exigence vis-à-vis du SICOVAL, en exigeant que le CISPD développe des actions beaucoup plus approfondies en matière de prévention des cambriolages. Alors il existe un certain nombre d'instruments qui ont été mis en place, notamment l'opération Tranquillité Vacances, etc., qui sont des opérations mises en place par la Gendarmerie nationale. Il faut certainement aller plus loin. Et nous porterons cette demande auprès de tous les partenaires institutionnels dans le champ de cette préoccupation. Il y a aussi une démarche qu'on peut mettre en place, c'est le voisin vigilant. C'est une association qui est reconnue par la gendarmerie, avec des sigles qui sont dans les quartiers, qui peuvent être reconnus par les gens qui veulent créer soit de l'incivilité, soit des cambriolages. Et ça, c'est quelque chose qu'on compte mettre en place. Voilà. C'est quelque chose qui est reconnu sur le plan national, d'ailleurs. Comment ? Il faut que le maire veuille que les gendarmes soient présents sur la commune. Moi, c'est ce que je dis, parce que je le tiens de bien. L'état-major, quand même, me donne son avis. Et quand je dis, par exemple, à monsieur le maire de faire venir les gendarmes, je ne les vois pas venir. Donc, pour la circulation, pour les vols, pour ceci, pour cela, je ne vois pas venir. Alors que c'est lui qui doit commander la gendarmerie d'être présente. C'est-à-dire qu'il les fasse venir. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Il faut créer plus de relations. C'est ce que j'ai dit. De la proximité. Excusez-moi, je voulais juste dire, quand je vous entends dire que la gendarmerie n'est pas présente, vous vous en doutez, j'ai été confronté à ces gens. Et 3 fois sur la dernière année, où j'ai été contrôlé et fouillé dans la rue. C'est une expérience plutôt... c'est un peu humiliant et gênant, si vous voulez. Donc, moi, je considère qu'ils sont là et tous les contrôles que j'ai eu d'ailleurs se sont bien passés. Et donc, voilà. Donc, quand j'entends dire que la gendarmerie n'est pas présente, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve qu'elle est présente et qu'elle fait son travail. Après, elle le fait plus ou moins bien, mais que les gendarmes doivent être présents, c'est le maire qui doit les faire venir pour constater ce qui se passe. C'est tout. S'il vous plaît. Oui. Moi aussi, je pense beaucoup à la prévention et aux citoyens vigilants, mais j'étendrai ce concept en parlant de citoyens participant à la démocratie. C'est-à-dire que si des voisins vigilants se mettent en place pour les problèmes de sécurité, et c'est une très bonne solution, parce que je ne crois pas absolument à la caméra, ça c'est a posteriori et jamais a priori. Or, quand les gens sont en vacances, que les amis voisins jettent un œil, il y a dans tous les quartiers suffisamment de retraités, de gens conscients de la sécurité pour leurs amis et voisins, que les choses peuvent fonctionner tout à fait. Et quand on a des référents dans un quartier, que ce soit pour cet aspect, je dirais, sécurité ou pour l'aspect PLU, puisqu'on sait découvrir dans des quartiers qu'on passe en changement de PLU sans en être informé, je pense que ce soit, quelle que soit la liste, la démocratie doit aller vers les édiles, vers les dirigeants, et être au courant de ce qui se passe donc dans les conseils municipaux, pas en tant qu'auditeur, mais en tant que référent de quartier, de façon à ce que les problématiques viennent vers les conseillers municipaux et qu'on ait droit à parole, c'est-à-dire à être entendu. Et je pense que ce problème voisin vigilant peut être aussi étendu à citoyens participants et avoir des référents dans les quartiers qui vont savoir parler de l'aménagement,
des voiries, de l'urbanisme, etc. Et ça pourrait être une charte qui pourrait se mettre en place et une dynamique avec la police municipale, mais surtout avec les conseils municipaux. Voilà, une idée. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une idée de, comment dire, de faire participer la population à, bien sûr, l'aménagement de notre ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans la foulée de ce qui vient d'être dit, je voulais savoir... Dans la foulée de ce qui vient d'être dit, je voudrais savoir comment vous envisagez de structurer justement la participation citoyenne. C'est une première question. Deuxièmement, concernant les rapports avec le SICOVAL, quels sont les secteurs un peu phares sur lesquels vous pensez qu'on pourrait faire des économies d'échelle, sachant que souvent les économies d'échelle conduisent à de la dépense. Et enfin, est-ce qu'il serait envisagé des transferts de compétences supplémentaires? Alors, pour répondre à la première question, donc, comme venait le dire Monsieur Porte, hein, c'est ça, Monsieur Porte, il faut absolument créer, à travers les commissions, pour participer bien sûr avec l'équipe municipale, des comités de quartier. Des comités de quartier qui permettront justement de participer aux commissions, avec bien sûr les élus, pour pouvoir proposer un projet d'urbanisme. Donc évidemment on aura un schéma directeur, mais comme on l'a dit tout à l'heure Hélène, on va faire du sur-mesure sur certains quartiers. Il y a des quartiers résidentiels, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc il faudra bien sûr aménager le territoire avec la population. Concernant l'intercommunalité, le transfert de compétences supplémentaires aujourd'hui me paraît sensible. Sensible parce qu'il y a eu un gros transfert de compétences qui s'est fait ces dernières années et qui a bien évidemment désorganisé sur le plan humain, je dirais sur la gestion du personnel. Donc nous n'envisageons pas, enfin nous proposerons pas, parce que bien sûr on n'est pas les seuls, nous proposerons pas de transfert de compétences supplémentaires. Et on souhaite, bien évidemment, ramener la vocation du SICOVAL vers le développement économique. Nous avons besoin aujourd'hui de recréer de la richesse pour faire face aux marges de manœuvre aujourd'hui qui vont être beaucoup plus difficiles. Donc il faut resituer l'origine de l'intercommunalité qui est le développement économique. Il y avait une troisième question? J'ai répondu à toutes vos questions. Bonsoir, monsieur Dame. Moi, j'ai plusieurs questions, mais je vais lire et après vous essayerez de me répondre. Il est très difficile d'avoir des écrits des différents services de la mairie lorsque l'on demande un document administratif de sa compétence ou un renseignement. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés. La mairie n'accuse pas réception des mails, mais vice-versa, le demande lorsqu'elle vous écrit. Par exemple, la salle du 3e âge, local appartenant à la commune. J'ai demandé le 30 octobre 2013, lors d'une réunion où le maire était présent, les capacités en nombre de personnes assises à une table, sur une chaise et debout. 4 mois déjà, toujours rien malgré plusieurs relances. Toujours rien. Pouvez-vous me confirmer, monsieur Leger, que si vous êtes élu, vous prendrez en compte les demandes des Escalquinois dans un délai raisonnable? C'était la première question. Alors, il me semble qu'on a quand même présenté notre discours en étant proximité avec la population, c'est quand même un souhait. Aujourd'hui, il y a un déficit, vous venez de le souligner. Il y a un autre point sur lequel je voudrais apporter cette réponse, parce que celle-là, elle est facile. Mais l'autre, elle est sur un aspect réglementaire. Vous avez une salle aujourd'hui, vous me dites, qui est trop petite par rapport au nombre d'occupants. Et je vous rappelle que le maire, il a une obligation de faire respecter cette loi, qui s'appelle, vous avez, la loi, c'est l'ERP, c'est-à-dire de respecter les établissements recevant du public. Donc déjà, c'est de se soucier
bien sûr, de respecter déjà cette réglementation. Il y a 4 mois. Comment? Il y a 4 mois. Et moi, je ne suis pas responsable de la non-réponse. Je comprends que c'est pas normal, bien sûr. Il y a eu dans cette salle qui fait 70 mètres carrés intérieurement, et il reste 70 mètres carrés utiles. Moi, j'ai vu 92 personnes. C'est inacceptable. Il faut retrouver... Il y a une petite porte d'évacuation de 80 en bois qui était fermée. Je l'ai fait remarquer à monsieur le maire. Je me souviens de votre intervention. Voilà. Alors, je vous signale également que cette porte, si vous prenez le plan, j'ai quand même réussi à avoir le plan de cette salle, elle n'est même pas sur le plan de la mairie. Donc, ils ont mis une porte, elle n'est pas sur le plan. Je peux vous communiquer le plan. Voilà. Je voudrais continuer. Je voudrais vous poser la question, que pensez-vous de cette frénésie d'achat, très souvent au prix fort de la municipalité sortante? Terrains, maisons, locaux commerciaux. Le dernier, peut-être vous ne le savez pas, c'est le local Sovimo, l'agence Sovimo. Ils veulent faire un petit bar, il paraît là. Bon. Alors, là aussi, j'aurais quelque chose à dire, parce qu'ils ont payé ça, quand même les tarifs de temps en temps, je trouve quand même des choses. Ils ont payé ça 98 000 € déclarés, ça fait 1361 € le mètre carré, divisé, ça fait 70 mètres carrés. Voilà. Et le nouveau local commercial qu'ils vont faire, là où ils ont acheté, ils veulent grouper le médical, plutôt, le médical. Les locaux commerciaux bruts sont proposés à la vente aux gens qui veulent y aller 3 400 €. Et là, ils ont racheté 1361 €. Voilà, donc s'ils enlèvent les gens de là, on leur proposera d'acheter 3 400 €. Bon, c'est autre chose. Voilà, alors les locaux commerciaux. Alors, à côté de ça, je m'étais intéressé à la location de ces locaux commerciaux qu'ils achètent. Je m'étais intéressé il y a une douzaine d'années, il y a 17 ans que j'habite à Escalquens. Et j'avais vu par exemple que le coiffeur, Christophe, il avait 100 mètres carrés, il payait 4000 francs. Je remonte à 11 ou 12 ans en francs. Et il y avait la supérette où maintenant il y a Carrefour, 400 mètres carrés, il payait aussi 4000 francs. Et la Poste, 160 mètres carrés. 100 mètres carrés la Poste, plus le T3, 60. 160, 1600 francs. La Poste a cédé le haut, a gardé 100 mètres carrés pour 1000 francs. Et le haut, alors, je ne sais pas comment on peut faire revenir des commerces à Escalquens avec des prix si bas. Parce que quand même, les gens, ils ne vont pas venir, ils ne vont pas investir à Escalquens, mettre des commerces, si ça ne rapporte rien. Voilà. Alors voilà, je voulais vous parler de ça. Alors, juste encore, à peine un petit quelque chose. Que pensez-vous de la vente de 2 parcelles d'espace vert vendues par la mairie à 2 copropriétaires dans le lotissement? Voir compte rendu réunion de 17-12. Ces 2 parcelles ayant à l'origine été payées par l'ensemble des copropriétaires avec les rues et les trottoirs, etc. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Je ne vendrai pas quelque chose qui a été payé déjà par les autres copropriétaires du lotissement. Et ça le raccord, bien sûr, hein, puisque c'est passé dans le domaine de la mairie. Voilà, je crois que Je vais laisser Hélène répondre une partie, puis je reprendrai pour la suite. Il va peut-être falloir me rappeler un petit peu toutes les questions. Oui, voilà. Alors, nous avions chiffré effectivement les achats de terrain à environ 2,2 millions d'euros.
ces derniers temps. C'est vrai que dans le dernier tract d'Alain Sériès, finalement, on s'est trompé. En fait, c'était 2,8 millions. En fait, on avait été un petit peu pessimiste. Voilà, donc c'est vrai que tous ces achats de terrain nous paraissent parfois curieux parce qu'ils ne s'inscrivent pas, encore une fois, dans un projet de développement global. Donc effectivement, le terrain, notamment qui concerne le projet de maison médicale, pour en avoir discuté avec différentes personnes qui sont directement concernées et intéressées par ce projet, il est encore très flou. Alors, il fait certainement partie du discours politique, mais rien n'a été décidé, notamment au niveau du modèle économique proposé. Donc, les différents professionnels de la santé, aujourd'hui, ont travaillé avec un architecte sur un projet, un terrain a été acquis, mais on ne sait pas du tout, au niveau économique, comment ça va être financé. Est-ce que c'est un promoteur? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est des gens qui veulent acheter avec leur capital ou pas? On ne sait pas. Donc, c'était peut-être pas urgent de se précipiter à racheter ce terrain. Ensuite, en ce qui concerne les locaux, Sovimo, etc., écoutez, je suis ravie de savoir qu'il va y avoir un café. Je crois que c'est une demande qui date au moins de 20 ans. Voilà. Donc, il faut savoir que pour un café, il y a quand même une réglementation par rapport au recul par rapport aux églises et aux écoles. Donc, il faudra en prendre compte. C'est vrai que les prix que vous me citez me paraissent aberrants. On n'a pas toujours... il faudra venir nous donner toutes ces informations précisément. Parce qu'on ne possède pas aujourd'hui toutes les informations sur tous les prix, malheureusement. Mais c'est vrai que ce qui nous semble important, et c'est ce que je présentais tout à l'heure, c'est effectivement notre volonté d'ouvrir et de rendre attractif tout ce centre-ville. Et c'est vrai que si on arrive à faire un plan de circulation avec des aménagements qui permettent aux commerçants de venir s'installer, eh bien écoutez, à ce moment-là, c'est gagné, quoi. Je veux dire, ce centre-ville, il va vivre, il va attirer des gens. Il y a des gens qui vont avoir du plaisir à venir s'y promener en vélo, à pied, qui pourront se garer également quand ils arrivent de quartiers excentrés. Donc voilà. Et c'est vrai qu'un café, c'est un lieu de rencontre qui manque aujourd'hui sur Escale 15. Et ça pour toutes les générations, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. C'est vrai que c'est quelque chose qui serait intéressant. Bon, maintenant, no comment sur les prix ou sur les disparités que vous avez citées. Je n'ai pas de commentaires à faire, c'est vrai que c'est très opaque et on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne. Je suis assez d'accord avec vous. Oui, je voulais réagir aussi par rapport au fameux local que dernièrement, donc juste maintenant, c'est un peu comme les trottoirs, hein, a priori, donc monsieur le maire a acheté, vous disiez, le local de l'agence immobilière. Voilà. Pour la petite histoire, ce local lui appartenait. Parce qu'en 2003, ce local était en vente par la mairie, donc appartenait à la mairie, au CIP, et j'étais concernée par cette vente, puisque j'étais kiné avant, j'étais kinésithérapeute à l'époque, hein, au CIP, et avec mon collègue ostéopathe, on cherchait à s'installer tous les deux, puisque les locaux que l'on occupait au centre de kiné étaient un petit peu réduits. Donc on cherchait à rester, justement, pour garder une cohérence au niveau du service médical et paramédical donné aux escalquinois à l'époque. Et donc on souhaitait investir et acheter donc ce local qui nous correspondait tout à fait. Donc on est allé trouver M. Sériès, on lui a exposé notre projet, il nous a demandé de lui faire une proposition, on lui a fait une proposition, et tout content, on rencontre quelques jours après une de nos collègues sages-femmes, et on lui dit, ben ça y est, on est super content, on a trouvé notre local au CIP. Et elle nous dit, ben c'est super, on va être voisins alors. Elle dit, mais pourquoi? Ah, dit, mais moi aussi, je suis allée voir le maire et en fait, je vais avoir un local au CIP. Ah ouais, ben c'est chouette, et où ça sera? Et en fait, c'était le même local. Donc, on a très vite compris. Alors après, je vous parle de la sage-femme, mais si vous voulez, je peux vous parler de la plupart des professionnels qui sont installés aujourd'hui au centre médical de Belberot. Donc, à l'époque, monsieur le maire faisait monter les enchères et essayait donc de vendre ce local au plus offrant. A priori, la profession médicale la mieux placée à l'époque pour acheter ce local a été l'agence immobilière. Voilà, donc c'est pour vous démontrer la cohérence du maire sortant. Et pour aussi en rajouter une couche, c'est que nous en 2004, ensuite, comme on était tous
concernés sur la commune en tant que professionnels pour créer un centre médical, nous sommes allés voir M. Serriès pour lui demander de nous céder un terrain, de nous vendre un terrain pour faire un centre médical. Et en fait, il nous a dit qu'il n'avait pas du tout de foncier, qu'il n'y avait pas du tout de terrain, que c'était vraiment pas possible, et qu'il n'était pas forcément pour ce projet-là sur sa commune. Donc on est allé voir Mme Garrigue, et 15 jours après, on a eu le terrain que nous occupons sur Belberot. On l'a eu fin 2004, on a commencé à construire fin 2008, on y est depuis fin 2009, et entre-temps, il y a eu les élections de 2008. Donc il ne fallait surtout pas qu'on y soit avant 2008, sur Belberot. Voilà. Merci. On va rajouter une chose sur le centre-ville. Bon, le centre-ville, on en parle depuis 1995. Aujourd'hui, c'est rien passé. Un audit a été fait, comme l'a dit Jean-Luc, et certainement il y en a eu d'autres auparavant, qui ont bien sûr concerté 350 habitants, mais c'est surtout le coût que je regarde. Nous pensons que le centre-ville ne se transformera pas d'un coup de baguette magique ou en dessinant sur un plan. Il faut créer les prédispositions d'un centre-ville. Ce seront les commerçants qui vont s'associer à l'animation de ce centre-ville. Et pour faire venir des commerçants sur le centre-ville, il faut qu'ils soient attractifs pour eux. Moi, j'en ai discuté avec les différents commerçants de la commune. Pourquoi vous installez pas au centre-ville ceux qui sont installés à la Cousquille? Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est un cul-de-sac. Donc, on ne va pas dessiner un plan en se disant on va faire de l'immobilier, on va mettre un café, on ne va pas créer un centre-ville de cette façon-là. On va créer un centre-ville en créant les prédispositions. Vous le verrez sur le plan, on a imaginé, bien évidemment, c'est une réflexion qu'on a eue, tout au moins on a voulu illustrer notre projet. Ce sera bien évidemment à travailler avec les habitants de cette commune. Mais voilà, nous, notre réflexion. Et je trouve dommage qu'en 18 ans, il n'y a pas eu des prédispositions qui ont été créées pour qu'on puisse créer un centre-ville. On ne demandait pas à avoir un centre-ville tout fait, 18 ans après, mais tout au moins de créer les prédispositions. Et ce que vous venez de dire tout à l'heure par rapport aux incohérences de loyer, eh bien ça ne favorise pas les prédispositions. Voilà. Vous parlez tous du centre-ville, du moment. Je suis sur Escalquin depuis 60 et quelques années. C'est pas grave, je vais parler de plus fort, monsieur Le Guay va m'entendre quand même. Et le centre-ville, beaucoup de communes essaient de sortir du centre-ville, Sainte-Thérèse, Baziège, Bolstar, et ainsi de suite. Tout le monde essaie de sortir du centre-ville. Vous dites aussi que Escalquin vous plaît beaucoup, et vous voulez changer Escalquin avec un centre-ville, avec des commerçants, et vous dites aussi que les routes sont difficiles d'accès au centre-ville. Alors si vous faites venir les commerçants, avec les routes comme elles sont aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Alors, le centre-ville, vous avez aimé Escalquin en 1995 quand vous êtes venu, et je ne sais pas si vous voulez le profiter à nouveau avec des commerçants, des immeubles, enfin je ne sais pas ce que vous voulez faire avec tout ça. Je vais aller voir ce que vous proposez. Enfin, vous l'aimez Escalquin, mais ne le déprofitez pas. Voilà ce que je voulais dire. Je vais laisser Hélène répondre. Mais je suis arrivé sur la commune depuis 2007, je ne suis pas arrivé en 1995, enfin, ça ne change rien, hein. Mais on a fait une projection sur un plan, amener des commerçants sur le centre-ville, je ne pense pas que ça la défigure, et on a bien sûr enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure au début de mon discours, c'est que le développement d'Escalquin est inéluctable. Ça ne remet pas en question son cadre de vie qu'il faut préserver. Mais de toute façon, on ne restera pas un village gaulois. On ne va pas le laisser comme il est actuellement. Village gaulois, je ne parle pas de village gaulois. Je parle d'Escalquin, vous êtes venu habiter à Escalquin. Oui, bien sûr. En 2000, je ne sais pas. En 2007. D'accord. Voilà. Non, ce n'est pas un village gaulois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Pardon? Ça va le devenir. Village gaulois? Oui, oui. Peut-être pire. Oui, Peut-être pire. Ces omnibrius-là, en train de faire ce qu'ils veulent, ça va devenir gaulois. Oui, oui. D'accord. Tu réponds, Hélène? Quelques éléments. Escalquin s'est obligé d'évoluer et est obligé de changer un petit peu en fonction des arrivées des nouvelles populations. On prévoit normalement, si on suit les orientations que nous donnent les documents dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment le SCOT,
On prévoit à horizon 2030, voilà, 2030, à peu près 8000 habitants. Donc, quand on a 8000 habitants sur une commune, bah forcément on a besoin d'un peu plus de services, d'un peu plus de commerçants. Vous appelez quoi le centre-ville? J'ai pas bien compris. Pardon? Qu'est-ce que c'est exactement le centre-ville? Alors, j'y viens. Donc aujourd'hui, il y a différents lieux de vie et de commerce sur Escalquens. Il y a un centre-ville qui dessert surtout la population qui est sur Escalquens. Ensuite, vous avez un centre commercial qui est celui de l'espace 61, qui est surtout destiné aux gens qui passent par la route, l'avenue de Toulouse. Et vous avez la partie de la Cousquille, qui elle aussi fait un maximum de son, fait une grande partie de son chiffre d'affaires avec des gens de passage, donc ils ne sont pas forcément escalquinois. Donc c'est toutes ces réflexions qu'on essaye de mettre en musique quand on parle de centre-ville. Donc nous, la volonté qu'on a, c'est de garder un centre-ville, je vous dis, avec une identité lauragaise. C'est notre projet de pouvoir compléter le centre-ville existant avec sa belle église, avec sa belle mairie, par cet édifice qui pourrait permettre, voilà, d'avoir un lieu convivial et qui pourrait permettre aussi d'asseoir cette identité lauragaise par rapport à tout ce qui se construit à côté et tous les immeubles qui ont été édifiés il y a peu de temps. Voilà. Alors, le centre-ville, ensuite, on le construira avec vous, parce que aujourd'hui, on n'est pas à la mairie, je vous rappelle, pas encore, j'espère, mais on n'a pas encore toutes les données qu'il nous faudrait pour pouvoir chiffrer, pour pouvoir avoir un projet exact et dessiné. Et on n'a pas cette prétention-là, justement. On n'arrive pas avec un projet tout ficelé. On arrive avec une idée de ce que pourrait être le plan de circulation. Et cette circulation, elle n'est pas juste en fonction du centre-ville, elle est en fonction de tout ce qui se passe autour. Voilà. Donc en fait, ce qu'on vous propose, c'est déjà des premières idées, cette halle lauragaise, le fait d'avoir envie de rénover ce CIP. On a aujourd'hui des idées pour pouvoir l'ouvrir justement à différents commerces, mais c'est vrai qu'on n'a pas toutes les données, et puis surtout, il faudra travailler là-dessus, et puis travailler avec vous en concertation avant que tout soit bouclé, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau urbanistique. Et qu'advient-il du terrain de foot et des terrains de tennis? Vous n'y touchez pas, bien sûr. On n'a pas de réponse, là, encore aujourd'hui. Nous, on a fait une projection. La difficulté qu'on rencontre sur le centre-ville aujourd'hui, c'est sa fluidité. C'est sa fluidité. Donc, ça, on l'a dessiné sur un plan pour avoir une projection de notre vision. Comme a dit Hélène, ça va être un travail participatif. C'est pas nous qui allons décider de créer le centre-ville sans vous concerter. Nous, on fait le constat des difficultés pour créer ce centre-ville aujourd'hui. Et quand vous avez déjà fait le constat des difficultés de la création du centre-ville, vous avez presque répondu à toutes les questions. Concernant particulièrement votre question sur les terrains de sport, c'est vrai qu'une fois que le collège sera créé, il y aura forcément des équipements sportifs qui ont été prévus de ce côté-là. Donc à ce moment-là, ça sera le moment où effectivement on se posera cette question de savoir s'il est bien judicieux de garder tout cet espace de terrain de sport en plein centre, ou est-ce que justement on ne pourrait pas installer plutôt une place piétonne avec encore des commerces et des logements respectueux du quartier. Voilà, donc ça c'est une première chose. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que presque vous nous reprochez de pas tout de suite vous apporter toutes les réponses. Voilà, au bout de 18 ans, toujours pas l'ébauche d'un projet au niveau du centre-ville et de multiples études qui ont coûté très cher. Bon, nous, si vous voulez, en 6 mois, en glamant des informations à droite à gauche, et je peux vous dire que quand on n'est pas au conseil municipal, quand on n'est pas élu, c'est très compliqué d'avoir des informations précises, notamment dans le domaine public ou auprès des professionnels. Donc, on a réussi à avoir un certain nombre d'informations, et donc qui nous ont permis d'élaborer cette ébauche de plan. Et ça nous a coûté 0. Et on a été capable de dessiner quelque chose qui va pouvoir servir de socle de proposition en quelques mois. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer notre volonté de faire avancer les choses. Alors Hélène venait de préciser que bien sûr il était difficile d'avoir des informations, des pas au conseil municipal, mais je peux vous dire que même ceux qui sont au conseil municipal ont même du mal à avoir des informations. N'est-ce pas, monsieur?
Ah oui, on deux, voilà. Monsieur Le Guet, que savez-vous et que pensez-vous de la société qui appartient à Monsieur Serriès? Ah. Alors, moi je peux vous dire qu'on s'est engagé, tous ensemble, à signer une charte éthique. Je peux vous dire que si, dans le conseil municipal que nous mettrons en place, une personne crée une société, de l'équipe, crée une société pour mettre en relation ces fonctions qui seront les nouvelles à son profit, je lui demanderai de démissionner. Voilà ma réponse. C'est une charte éthique d'ailleurs qui a été signée par l'ensemble de l'équipe. Peut-être on peut clôturer cet échange et puis finir autour d'un verre. Je voudrais rappeler quelques rendez-vous. Comment le 22 mars, oui, c'est le 23. Hein. Enfin, oui, surtout. Hein. Si vous venez la veille, vous serez à l'heure. Hein. Oui, très bien. Moi, je rappelle un autre rendez-vous qui est le 14 mars. Bon, vous êtes venus ce soir, mais peut-être des voisins, des amis ou des proches qui n'ont pas pu venir, leur faire part que nous faisons une autre réunion publique le 14 mars. Nous avons aussi, mis au fond de la salle des formulaires pour ceux qui n'ont pas posé de questions et qui souhaitent bien sûr avoir des réponses. Vous pouvez les écrire et les mettre dans une urne qu'on a mis à votre disposition. Il faut savoir, donc sur ces papiers, il y a vos coordonnées, vous pouvez laisser bien sûr vos coordonnées pour qu'on puisse vous répondre, et vous pouvez aussi demander à, si on voulait, venir vous voir personnellement, vous rencontrer chez vous. Notre campagne, notre financement de campagne est fait par nous-mêmes. Donc si vous voulez nous aider à contribuer au financement par des dons, nous avons mis aussi un formulaire au fond de la salle. Nous allons vous distribuer aussi en partant notre programme qui sera diffusé aussi dans les boîtes aux lettres dans les jours à venir. Voilà. Donc vous pourrez récupérer ce programme qui sera à votre disposition, qui seront au fond de la salle, et les messieurs qui sont là-bas vous les donneront. Voilà, maintenant je vous invite à venir partager une collation avec nous pour bien sûr prolonger cet échange. Et je vous remercie.